Bonjour à tous, bienvenue dans le Sacré Numéro saison 3, épisode 3, le premier de ce Giro 2021. On va parler ensemble de cyclisme pendant une heure. On a pas mal de petites choses à voir ensemble avec mes deux compagnons du jour. François tout d'abord, le plus fidèle habitué du Sacré Numéro. Bonjour François. Ciao ragazzi. Oh là là, l'accent italien, mais c'est fantastique. Comment tu vas ? Vraiment impeccable, je vis pendant ce Giro qui est magnifique. Eh ben on va avoir l'occasion d'en parler, ce Giro qui te sent magnifique en tout cas, peut-être pas pour tout le monde. On aura l'occasion d'en débattre. Et pour m'accompagner, évidemment, Thibaut est avec nous. Salut Thibaut. Bonsoir à tous. Un peu moins italien ton accent du coup. Ah oui, moi j'ai pas le vocabulaire. Oui, parce qu'évidemment, le Giro qui a donc commencé depuis 10 jours maintenant. Première journée de repos aujourd'hui pendant qu'on enregistre, c'est parfait. On est calé sur le timing. On va donc revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans cette première dizaine de compétitions, avec déjà pas mal d'enseignements à en tirer évidemment. Mais avant ça, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le monde du cyclisme ces 10 derniers jours, puisqu'il s'est passé des choses. La première grosse information qu'on a eue, c'est que Julien Alaphilippe renonce à participer aux Jeux Olympiques. Il l'a confié notamment via les réseaux sociaux, hein, lui qui attend un enfant avec Marion Rousse le mois prochain, donc qui n'enchaînera pas Tour de France et Jeux Olympiques. Il préfère se concentrer sur la défense de son maillot arc-en-ciel, ce sera dans les Flandres au mois de septembre, et il a avoué, par l'intermédiaire de Marion Rousse sur Eurosport, pendant le Giro, qui visait quelque chose sur le Tour de Lombardie. Donc on suivra avec attention ce qui se passera pour Julien dans cette deuxième partie de saison. Lui qui a dit qu'il était prêt pour faire un gros Tour de France, et ça nous hype beaucoup dans la rédaction. Autre information qui est tombée pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est la prolongation de 2 coureurs du côté de Jumbo-Visma, puisque Tobias Foss a prolongé 2 ans et Koen Bouwman a prolongé lui pour 3 saisons. On continue à renforcer l'effectif de jeunes coureurs prodigieux du côté de Jumbo. Hein, Tobias Foss qui est plutôt bien dans ce Giro, d'ailleurs qui est dans le top 5 je crois des meilleurs jeunes. Il est à 2 minutes, un petit peu plus d'Egan Bernal au général, le jeune norvégien. Et puis on reste chez la Jumbo-Visma. La troisième information, c'est celle qui a un petit peu secoué le monde du cyclisme en début de saison. Tom Dumoulin est de retour sur les vélos, ou va être de retour sur les vélos plutôt. Ce sera à l'occasion du Tour de Suisse. Tom Dumoulin qui a assuré sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo, que ce soit pour le contre-la-montre ou pour l'épreuve en ligne. Lui qui est donc l'un des favoris, pourquoi pas, pour un doublé inédit. Donc voilà les grosses infos de ces 10 premiers jours. Messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, peut-être hors de ces 3 infos? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir rapidement? Pas tous à la fois. Ah, excuse-moi, j'ai mon micro qui me fait des misères. Bah écoute, Julien Alaphilippe, ça a été vraiment une grosse surprise parce que ça fait longtemps qu'il dit qu'il vise les JO, et quand on a ces qualités, je comprends tout à fait qu'on veuille avoir une médaille d'or. C'est quand même prestigieux, une épreuve qui a lieu tous les 4 ans, ou exceptionnellement lancement tous les 5 ans. Donc quand on a gagné ces courses et qu'on a réussi à être champion du monde, ouais, c'est sûr qu'un titre olympique, c'est clairement un objectif. Son histoire de paternité, moi je n'y crois pas trop, parce que pendant 3 semaines, il va quand même rater les premiers instants de la vie de son petit bébé. Non, moi je pense qu'il a été cohérent dans son choix. Si tu joues ta 3 semaines sur le Tour de France, tu vas clairement arriver écrasé et tu ne pourras pas défendre 100%. Donc quand on s'appelle Julien Alaphilippe et qu'on a un tempérament de vainqueur, je pense qu'on ne peut pas se présenter à une course sans être vraiment à 100%.
50% de ses chances. Par contre, pour les mondiaux, là, je le trouve vraiment ambitieux, trop ambitieux, parce que ça va se jouer là où il n'a pas été brillant en début de saison. Moi, il m'a clairement déçu en terre flandrienne. Et côté français, c'est Anthony Turgis qui a hissé le plus haut le drapeau tricolore. Ouais, attention quand même, on sait que Julien il peut surprendre. L'an dernier, justement, sur les Flandriens, il était quand même très à l'aise dans une période de la saison, justement, où ne devait pas se dérouler, où les mondiaux vont se dérouler. Hein. Flandrienne qui intervenait juste après les mondiaux, donc à voir si ça peut pas correspondre un petit peu mieux à Julien, ce championnat du monde au mois de septembre. Ce sera intéressant à suivre. Thibaut, est-ce que tu voulais réagir sur quelque chose rapidement? Oui, moi, c'était par rapport, vu qu'on parlait de surprise, c'était, bon, on va en parler plus en profondeur tout à l'heure, plus en détail. C'est le retour gagnant d'Egan Bernal, voilà, qui marque encore un autre champion qui marque un retour, enfin, qui provoque la surprise cette semaine. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant de décrypter ça tout à l'heure. Ouais, on va en parler effectivement un petit peu plus tard dans l'émission. Et je te propose d'ailleurs de garder la main, Thibaut, puisqu'on va parler de l'équipe Cofidis, une équipe que tu chéris dans ton cœur et dans ton âme, puisque Et Cofidis, oui, pour la première fois depuis 11 ans, donc, a remporté une étape du Giro. et oui, donc dans la banque, Cofidis propose des solutions pour l'épargne. Et sur le vélo, la formation de Cédric Vasseur a enfin retrouvé la solution pour arracher la gagne. Après une triste saison blanche en 2020, Cofidis a sonné le réveil et montré de bonnes intentions dès le début de saison 2021. D'abord sur des courses secondaires, par exemple le 3 février, on a eu Christophe Laporte qui s'est imposé sur la première étape de l'Étoile de Bessèges. Un peu plus tard, le 28 mars, le sprinter italien Elia Viviani qui remportait la classique Cholet Pays de la Loire pour la Coupe de France. Encore un peu plus tard, une quinzaine après, Christophe Laporte, le 13 mai, qui s'imposait sur le circuit de Wallonie. Et le lendemain, c'était Jesus Herrada sur le Trofeo Serra des Tramuntana. Et puis est arrivée la consécration dans l'Elite World Tour. C'était le 15 mai avec la victoire retentissante du Frenchie, le jeune Victor Lafay, qui a remporté en baroudeur et en solitaire la 8e étape du Giro. Pour Victor Lafay, c'est sa première victoire chez les pros à 25 ans. Et c'est surtout enfin, tout est mesurable, le premier succès en World Tour pour Cofidis depuis une victoire de Jesus Herrada sur la Vuelta il y a 2 ans, à peine 2 ans, le 29 août 2019. Donc, comme tu le disais, Romain, c'est la première victoire sur le Giro pour Cofidis également depuis Damien Monnier 2010. Donc, le retour des bons résultats dans l'équipe doit ravir le manager Cédric Vasseur, parce qu'à côté des bouquets, Cofidis collectionne aussi des places d'honneur dans les sprints massifs du Giro avec Elia Viviani, qui vise le maillot cyclamen du Tour d'Italie. Il a terminé 3e lors de la 2e étape, 4e dans la 3e étape, 3e encore à la 5e étape, une 15e place un peu plus éloignée lors de la 7e étape, et puis un nouveau top 10, une 9e place lors de la 10e étape. L'Italien est actuellement 5e avec 79 points au classement par points, qui est dominé pour l'instant par Peter Sagan avec 108 points, alors que les rumeurs enflent autour d'un débarquement du Slovaque au sein de la formation française. Affaire au pluriel donc à suivre chez Cofidis avec la conquête d'un maillot distinctif et des étapes sur ce Giro, mais aussi un possible retentissant transfert et puis le retour plein d'espoir de Guillaume Martin un peu plus tard dans la saison sur le Dauphiné et le Tour. Merci beaucoup Thibaut pour cette belle rétrospective du début de saison de la Cofidis qui va mieux. François, je sais que tu n'es pas forcément un des plus grands fans de la Cofidis. J'aimerais avoir un peu ton analyse justement sur cette bonne période de l'équipe de Cédric Vasseur. Pardon. C'est surtout très bien pour Victor Lafay qui est en train de pouvoir monnayer son futur transfert parce que je vous rappelle que Victor Lafay est en fin de contrat en décembre 2021. Donc, s'il veut partir dans une belle équipe, au moins il a montré son talent, ses qualités à toute la planète cycliste. Moi, je suis content pour Victor Lafay. Et puis en plus, comme notre ami Cédric Vasseur n'a Dieu que pour Guillaume Martin, je suis pas sûr qu'il retienne Victor Lafay. Et puis surtout qu'en plus, attendez, le mieux, c'est que comme il croit qu'il va pouvoir faire signer Peter Sagan, à mon avis, il va aussi se concentrer là-dessus. Donc Victor Lafay, il est tranquille, il pourra signer son contrat ailleurs. La transition est toute trouvée, François, puisque tu parles de Peter Sagan. C'est notre troisième thème, on va dire, de notre émission. Le cas Peter Sagan, un cas qui fait beaucoup parler de lui, notamment par ses victoires, mais aussi par, comme tu l'as dit,
son transfert. On a appris que il y avait pas mal d'équipes sur le dossier, notamment ce qu'on peut appeler la meilleure équipe du monde, la Deceuninck Quick-Step, qui s'intéresse de très très près au dossier Peter Sagan et qui aurait comme idée de le faire un petit peu revenir au premier plan, à l'instar d'un Mark Cavendish qui s'est offert un très très beau mois d'avril récemment. Ouais, mais alors justement, la Deceuninck, est-ce qu'elle a vraiment confirmé ce genre de choses? Ça peut être tout à fait crédible parce que si nous parlons en termes de marketing, Peter Sagan est lié avec un contrat avec l'équipementier Specialized qui fournit les casques, les chaussures et surtout les vélos. Et ça, c'est un très gros budget de Koenig. Et Specialized proposerait, je parle au conditionnel parce que ce n'est pas vérifié, Specialized proposerait de payer le salaire de Peter Sagan. Donc pour Patrick Lefebvre, ça c'est nickel, comme ça le budget est bouclé. Cependant, un autre équipementier est intéressé par Peter Sagan, et entre nous c'est normal parce qu'il revient en forme et il est quand même triple champion du monde. C'est la société Giant qui aujourd'hui est absente du World Tour et qui équipe Kern Pharma en termes de vélo. Kern Pharma qui est une équipe Europe Tour de 2e division. Et sachez que Total Direct Energy n'aura plus de contrat l'année prochaine avec la société où il y est, et l'affaire pourrait se faire entre Giant, Total Direct Energy et Peter Sagan. Mais bon, c'est pareil, rien n'est officiel. On parle toujours au conditionnel. Et puis, il y a notre ami Cédric Vasseur qui aime bien nous sortir des blagues, qui nous dit que Peter Sagan et Elia Viviani ont le même agent et que grâce à ça, ils pourraient faire signer Peter Sagan. Alors, moi, si je peux me permettre de donner un conseil à toutes les formations qui sont intéressées par le Slovaque, par le triple champion du monde, faites-le au plus tard au mois d'août parce que, à mon avis, au mois de septembre, il va nous sortir quelque chose, il va nous sortir du grand Sagan. Et c'est dommage que Julien soit resté enfermé dans le bus pour ne pas participer à ce débat, parce que moi je pense que Peter Sagan va être en forme fin septembre, début octobre pour aborder les championnats du monde qui sont vraiment sur ses terres de prédilection. Et je le vois également faire un grand Paris-Roubaix. Le rendez-vous est pris donc pour toi François, donc dépêchez-vous les équipes professionnelles de vous attarder sur le cas Sagan. Thibaut, toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela, de cette attraction Peter Sagan sur le marché des transferts? Où est-ce que tu le vois aller? Dis-nous tout. Moi, je vois pas pourquoi forcément il partirait de Labora. Il a un train qui est bien efficace, mais en même temps, comme l'a dit François, il y a beaucoup de raisons marketing qui entrent en jeu. Et puis, est-ce que, par exemple, on parlait de la Deceuninck qui est sur le coup, la Wolfpack, est-ce qu'elle a vraiment besoin de lui? Elle a déjà des grands noms, notamment le plus grand sprinter début de saison, en tout cas, là il est un peu éclipsé, mais c'est Sam Bennett. Donc voilà, est-ce que vraiment Peter Sagan a besoin de partir? Je sais pas. En tout cas, ça fait toujours de la pub, ça fait monter les contrats, ça fait s'intéresser à la planète cycliste, donc c'est toujours des moments intéressants. Très bien. Eh ben, Après, tu parles du train, Thibaut. Dans ses exigences, il veut emmener avec lui, bien entendu, Daniel Oss, qui est son ange gardien, son lanceur. Il veut emmener Maciej Bodnar également avec lui, son propre masseur et son attaché de presse. Ce qui fait beaucoup pour un seul homme. On va voir. C'est vrai que bon, je pense qu'en termes de lanceur, est-ce que Peter Sagan a besoin de ramener tout ça alors que De Koenig a quand même, en termes de lanceur pour les sprints, ce qu'il faut aussi dans son effectif. C'est clair que ça va être intéressant à suivre, en tout cas Peter Sagan qui donc a remporté l'étape d'hier qui partait de l'Aquila, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc c'était la 9e étape, 10e, je ne sais plus. 10e étape. Voilà. D'ailleurs, il est leader du classement du maillot cyclamen dont parlait François tout à l'heure. On va suivre donc le cas Peter Sagan de très près, notamment Juliane qui est sa fan numéro 1 dans la rédaction, que l'on embrasse malgré son absence du jour. Elle doit être coincée certainement dans la soute de son bus à l'heure qu'il est. Je crois qu'elle est au téléphone avec Jean-René Bernaudot pour récupérer les clés du bus TDE. Ah oui, d'accord, très bien. Source Wii Sport du coup.
On parle de bus, là c'est plutôt un train, voire un TGV dont on va parler, c'est le TGV Ineos, mené par son pilote Egan Bernal. Egan Bernal qui est déjà leader du Giro, donc après cette première moitié de course, sans vraiment douter. On a vu notamment dans l'étape, alors je sais plus quand est-ce que c'était, l'étape où il a plu à plein temps là. C'était il y a pas longtemps qui s'est imposé. J'ai totalement perdu la notion du temps. Laissez-moi retrouver ça. Donc oui, Egan Bernal qui a pris le maillot de leader et on a vu un coup de force. Donc c'était dans la direction de San Giacomo avec la victoire de Gino Meder. Voilà, c'était ça. Non, pas du tout. Je dis des bêtises. Si, non, mais t'as raison, c'est ça, ouais. C'est la Ah, c'est la 6e. c'est la sixième, c'est ça. Ou est-ce que c'était la... Absolument Non, c'est ça, c'est la sixième, c'est la sixième. une étape absolument affreuse. Notre ami Simon Guglielmi qui s'est glissé dans l'échappée et Attila Valter qui endosse le maillot Ah, rose c'est ça. au soir de l'étape. C'est ça, donc avec un scénario catastrophique de la pluie, un Romain Bardet qu'on a vu actif, notamment dans la descente en plein milieu de l'étape, là, après le coup de force des Ineos, c'est donc Egan Bernal qui, dans l'ascension finale, a déjà montré un petit peu les crocs, et ensuite a pris le maillot de leader. C'était lundi, pardon. Non, dimanche, oui, dimanche, c'était dimanche, à Campo Felice, où là, il a encore repris quelques secondes, montrant un petit peu les limites d'un Remco Evenepoel qui, on le rappelle, commence sa saison sur le Giro, avec quelques surprises, notamment un Giulio Ciccone que je trouve très très en forme, un Marc Soler qui ne s'est toujours pas montré, qui est bien en forme aussi, Joao Almeida qui est, pour l'instant, on va dire, sur la retenue. Est-ce que finalement Egan Bernal, messieurs, est le grandissime favori et peut être contesté sur ce 104e Giro? Je te laisse la main, Thibaut, pour commencer. Oui, bah, tu parlais du train Ineos, du TGV Ineos, mais là c'était même l'avion Egan Bernal. Vraiment, dès que la pente a grimpé sévèrement, bah, le Colombien il a fait preuve de ses qualités, de ses grandes qualités en montagne. Et donc c'est pour ça que j'ai hâte de la dernière quinzaine, des 2 dernières semaines de Giro, parce qu'avec ce qu'il a montré comment est-ce qu'il a montré sur la 9e étape, je pense qu'il est, oui effectivement, c'est le grandissime favori de ce Giro. Très bien. Est-ce que tu penses que Remco peut monter en puissance du fait qu'il commence tout juste sa saison et que en troisième semaine il aura déjà beaucoup plus de rythme? Est-ce que tu penses que Almeida et Soler, par exemple, cachent bien leur jeu? Qui tu vois pouvoir faire basculer Bernal, toi? Bah, Remco Evenepoel, c'est vrai que c'est le prodige belge dont on parle, qu'on attend depuis son lancement chez les pros. Mais l'année dernière, Eddy Merckx avait dit encore attention, parce que pour l'instant, il a rien montré, et puis il a été coupé, enfin, il a rien montré au plus haut niveau. Puis il a été coupé dans son élan, dans son ascension qui a l'air irrésistible, par une très très grave chute. Euh, donc je pense qu'il a des cartes à jouer, c'est sûr, mais pour revenir sur un grand tour et essayer directement de battre peut-être le grimpeur le plus fort de ce tour, en tout cas de cette première semaine, c'est encore une fois pas facile à juger. Est-ce qu'il en sera capable, je sais pas. Après, c'est le petit Yates, là, qui pour l'instant est décevant. Alors, est-ce qu'il va se montrer, se révéler? Euh, J'avoue que je sais pas trop non plus. Mais bon, pour l'instant, je vois pas qui pourrait renverser la démonstration d'Egan Bernal. Très bien, on va suivre ça. François, ton avis sur Egan Bernal, sur le coup de force notamment des Ineos, qui de manière collective semble imbattable. C'est sûr qu'ils ont vraiment un superbe collectif. Pour moi, le seul qui était capable de battre Egan Bernal, et là je vais faire plaisir à mon ami Kevin, c'est Mikel Landa, mais malheureusement Mikel Landa s'est cassé la clavicule prématurément, donc il a déjà abandonné ce Giro. Simon Yates, lui, il va falloir qu'il fasse une croix sur le Giro parce que j'ai l'impression qu'il ne le gagnera jamais. Il est toujours bien 15 jours avant la course, mais quand il faut être au top, il est aux abonnés absents. Romain Bardet a déjà perdu trop de temps, donc je n'y crois pas trop. Remco Evenepoel, sur 3 semaines, ça va être dur parce qu'on ne l'a jamais vu courir sur 3 semaines. Et comme tu l'as dit, Thibaut, il revient après son grave accident. Donc moi, je pense qu'il dans les instants cruciaux, il risque de manquer d'un petit peu de conditions. Comme Egan Bernal a vraiment un gros collectif autour de lui
Ils vont veiller, ça c'est clair, à tous ceux qui tentent de s'échapper en étant dangereux au général. En plus, on retrouve vraiment le grand Egan Bernal de 2019. Je revois l'Egan Bernal qui m'avait littéralement impressionné sur le Tour de Suisse en 2019. Quand il s'en va, quand il s'échappe, il met un gros coup de pétard et si tu essaies de le suivre, tu craques avant la ligne et c'est compliqué. Quand tu vois comment il a dépassé Geoffrey Bouchard, c'était quand? C'était dimanche. Enfin, c'est même pas dépassé. Il l'a enrhumé. Il a pris un coup de froid, là, le pauvre Geoffrey Bouchard. Non, c'est du très, très grand Bernal qu'on a cette année. On vous sent plutôt unanime sur le sujet, je vous rejoins. C'est surtout que on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de concurrence sur 3 semaines. Bon, Jay Hindley qui a été impressionnant l'an dernier est déjà à 4,27. Almeida 4,55, j'avais pas vu Almeida qui a totalement craqué déjà. Bon, Nibali qui a l'air un petit peu cramé quand même, hein, il est déjà à plus de 2 minutes. Marc Soler et Romain Bardet sont tous les deux à une 20 quand même. On a du Simon Yates qui est finalement dans la minute. Mine de rien, alors qu'on l'a pas vu aux avant-postes, peut-être que finalement c'est celui qui s'en sort le mieux. Et puis, comme vous l'avez dit, Ciccone, on n'a pas, enfin sur 3 semaines, on ne se sent pas capable de tenir. Evenpool, on n'a pas de référence. Vlasov, c'est une inconnue aussi, finalement, on n'a pas plus de références que ça. Peut-être celui qui a le plus de références et qui me semble le plus à même de venir titiller Egan Bernal, finalement, c'est Hugh Carty. Mais bon, il n'est pas très très bien entouré. On avait un TJ Van Garderen qu'on pensait revenir en forme, totalement s'écrouler à mon plus grand désarroi. Il a Caicedo avec lui un petit peu pour l'aider. Malheureusement, c'est pas énorme. Ruben Guerrero, c'est pareil, c'est pas énorme pour venir contrer Ineos qui est très très fort, notamment Daniel Felipe Martinez qui moi m'a fait une très très forte impression dans cette première semaine aux côtés d'Egan Bernal. Donc c'est vrai que Egan Bernal semble être le grand grand favori de ce Giro, mais messieurs, du coup on va jouer un petit peu au pronostic et je vous propose qu'au-delà du maillot rose qui semble un petit peu destiné à Egan Bernal, on pronostique un petit peu le reste. Est-ce que vous pensez que le maillot cyclamen notamment déjà reste sur les épaules de Peter Sagan? J'attends votre pronostic. Thibaut, on commence par toi. Alors moi, je pense effectivement que Peter Sagan peut conserver ce maillot. Parce il va, comment? Je pense qu'il va réussir à assurer des places d'honneur, au moins dans les sprints, voire d'autres victoires. Après l'abandon un peu intéressé, hein, pour la suite de la saison de Caleb Ewan, fait quand même un gros concurrent en moins. Et Peter Sagan, là, bon, bah, il est en avance, il est en tête du classement après 10 jours de course. Je pense notamment là où il peut tirer profit de ses qualités, c'est dans les sprints intermédiaires où il pourra grappiller quelques points, là où d'autres sprinters seront peut-être déjà décrochés. Voilà, donc je pense que c'est là où il pourra creuser ou du moins conserver son avance. J'ai une information importante pour vous dans ce classement, justement, puisque Tim Merlier, qui était quatrième avec 83 points, donc à 25 points de Peter Sagan, ne partira pas demain. Donc, à part Gaviria et Viviani, et Chimola qui est troisième, enfin qui est deuxième ex aequo avec Gaviria finalement de ce classement, on voit mal quand même comment ça peut échapper à Sagan, Nizzolo qui malheureusement lui tourne toujours autour d'une victoire peut-être et celui qui est capable avec Sagan de venir un petit peu le gêner sur les sprints intermédiaires comme tu disais. Thibaut, est-ce que tu es du même avis François sur Peter Sagan? Ah oui, tout à fait. Et puis, comme dirait un certain Clément M, sans l'opposition d'Arnaud Desmar, la route est grande ouverte. Sagan passe la montagne. S'il sent qu'il lui manque des points sur les sprints finaux, il peut s'échapper pour aller chercher des points précieux dans les traguardo volante, les sprints intermédiaires. Donc, non, franchement, il y a aucun souci. Nizzolo, la montagne, il la passera. S'il veut aller jusqu'à Milan, il ira jusqu'à Milan. Viviani, je le trouve un petit peu fébrile. Après, peut-être qu'il va essayer quand même de s'accrocher pour essayer de gagner le dernier sprint. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'opposition. Gaviria tente des choses, mais sans réussite. Donc, bon, cette année, le cyclamen, oui, c'est pour Sagan, hein. Très bien, on dit Peter Sagan, le maillot bleu de leader du classement de la montagne. Est-ce que Geoffrey Bouchard va le ramener pour la France, même si il y a de la concurrence et que Gino Beder
Et bon, surtout Egan Bernal, est-ce que vous pensez qu'Egan Bernal peut faire le triplé blanc, enfin oui, blanc, rose et bleu? Il avait François, su le faire vas-y, sur le Thibaut. Tour de France. Oui, pardon. Il avait su le faire sur le Tour de France 2019, donc je pense que il va réitérer. Tu es du même avis, François? J'ai pas très bien compris ce que tu as dit, Thibaut. Tu dis que Bernal a été maillot à pois en 2019? Non, je me trompe? Non, meilleur grimpeur, meilleur jeune et. Ah, parce que meilleur grimpeur, si ma mémoire est bonne, c'était Romain Bardet. Mais bon, Ah, c'est Romain Oui, Bardet ça en se trouve, 2019. c'est vrai, oui. C'est Mais Romain bon, Romain. Bardet qui avait sauvé son Mais bon, tour. c'est Oui, pas grave, merci de me corriger. c'est anecdotique. Non, le maillot bleu, la Maglia Azzurra, est très disputé sur le Giro. D'une étape à l'autre en haute montagne, ça peut changer. D'autant plus que la semaine prochaine, on va avoir l'étape reine des Dolomites avec 3 cols qui vont passer au-dessus des 2000 mètres. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir le site WeSport si vous voulez avoir le programme complet de la deuxième semaine du Giro. Donc, beaucoup de points seront distribués et beaucoup de points qui vont récompenser les baroudeurs. Cette année, bon, on a le Monte Zancolan qui offre beaucoup de points, mais cette année, on n'a pas tant d'arrivées au sommet que ça. Donc, un baroudeur qui va aller chercher les points, disons, dans les 2 premiers tiers des étapes, peut avoir vraiment cause entendue sur ce maillot. Ouais, il y aura notamment des gros points à prendre jeudi en direction de Bagno di Romagna. Je suis pas sûr que les favoris du général aient l'intention de s'attaquer dès jeudi quand on connaît le gros week-end qui les attend. C'est peut-être là où il faudra aller chercher des gros points pour Geoffrey Bouchard et Dino Meder qui sont donc les deux, on va dire, baroudeurs qui sont en mesure de se battre pour ce classement de la montagne. On va pas faire le classement du meilleur jeune puisque les gars de Bernal sont partis avec Remco Evenepoel pour se le disputer. Et puis, autre, autre classement, c'est le classement par équipe. Mais là, c'est pareil, hein, on l'a dit, Ineos semble quand même trop facile pour aller remporter ce classement. On va aborder un dernier point. Ou la Movistar. Comment j'ai entendu la Movistar? Oui, ou la Movistar pour le Oui. classement par équipe. Ouais, Elle est toujours performante dans ce genre de classement. C'est pour Oui, ça que voilà. je me permets. C'est le classement de ceux qui n'ont pas de tactique. Hein. Classement par équipe, évidemment. Ou ceux qui mettent 6 coureurs devant pour en avoir aucun à la fin. On va rester gentil avec la Movistar. On va finir cette émission en parlant de celui qui a un petit peu impressionné son monde et qui s'est fait un nom pendant ces 10 premiers jours du Giro. C'est bien sûr Attila Valter, le coureur hongrois de l'équipe Groupama FDJ, cher à notre cher Clément Métainier. Attila Valter qui donc a porté le maillot rose pendant 3 jours. Il est toujours classé au général, hein. Il est 5ème à 44 secondes d'Egan Bernal. Et la question, messieurs, Attila Valter est un coureur qui est en World Tour avec Groupama FDJ. Mais saurez-vous me donner un deuxième coureur de chez de la Hongrie, qui est en World Tour? Est-ce que vous saurez déjà me donner dans quelle équipe il est? C'est le petit quiz de cette fin d'émission. Là, je donne ma langue au chat. Hein. J'avoue que je vois pas du tout. Allez, je vais lancer Bahrain Victorious. C'est pas ça, c'est pas Ah, ça. puis t'es dur avec nous, Romain. J'ai éteint mon ordi, je peux même pas aller sur PCS. C'est dur, hein, c'est dur. Alors c'est un très jeune coureur, qui normalement sera d'ailleurs aligné sur le critérium du Dauphiné. Il a 22 ans. Vous avez pas du tout d'idée? Est-ce que ça ne serait pas le petit Jakub Maresco? Ah, non, Mareczko, il est polonais. Ah là là, je cherche les noms. Alors, Désolé. notre petit coureur hongrois s'appelle Barnabas Peak, ou Pic, je sais pas comment on dit, de la Team Bike Exchange. Il a 22 ans. Il a quand même quelques petites références, puisqu'il est quand même 2 fois champion de Hongrie du chrono en 2018 et en 2020.
Deuxième du classement général du Tour de Hongrie notamment. Il y a quelques belles références. Deuxième des championnats de Hongrie en 2019. Neuvième sur le Grand Piemonte en 2018, qui est quand même une course sympathique. Hein. Il finit quand même derrière Sonny Colbrelli, Florent Sénéchal, Ballerini notamment. Donc, belle petite référence pour lui. Une étape sur le Tour de Normandie en 2019. Et il a quand même participé à des courses comme la Flèche Wallonne cette saison. Donc, à suivre. Il sera donc présent sur le critérium du Dauphiné normalement avec l'équipe Bike Exchange. C'est la future révélation hongroise, donc après Attila Valter. Voilà, c'était la petite chronique décalée de cette émission, le petit quiz de fin d'émission. Je savais que je vous piégerais là-dessus, messieurs, j'en suis pas peu fier. Mon travail de recherche a payé. Ah, bien joué, bien joué. Moi, ça m'apprendra qu'il faut pas y aller au bluff. C'est pas du poker aussi. Alors, mais c'est que. Alors, je cherche. Alors, pour être totalement net, je cherchais un coureur hongrois qui avait déjà gagné en World Tour et pas fini. Figurez-vous que j'en ai pas trouvé de 2000 à 2020. Alors, il y a une exception et faut que je la retrouve parce que du coup, je l'avais tout à l'heure sous les yeux, je l'ai perdu. Il y a une exception que je vais vous retrouver si je la retrouve. Ah, voilà. Il y avait Laszlo Bodrogi, pardon, que vous connaissez peut-être puisqu'il est franco-hongrois, qui a notamment couru pour le Crédit Agricole entre 2005 et 2008, pour la Katusha aussi, pour la Quick Step. Et ce petit monsieur a quand même comme référence d'être deuxième du championnat du monde du contre-la-montre en 2007. C'est pas rien. Je sais pas si François connaît, c'est peut-être plus dans tes âges que dans les nôtres. Sans vouloir être méchant. Non, franchement, ça me parle pas. Et alors, je crois avoir vu qu'il avait gagné un prologue sur Paris-Nice. J'ai pas envie de dire de bêtises. Si je vous retrouve ça, je vous donne l'année. Il me semblait avoir vu ça, ou peut-être que j'ai totalement confondu. Et honte à moi. Tour de l'avenir. Il a gagné une étape sur le Tour de l'avenir. Bon, un chrono. Hein. C'est un spécialiste du chrono, le monsieur. Eh ben, je ne retrouve pas. Non, je ne retrouve pas. J'étais persuadé qu'il avait gagné quelque chose sur Paris-Nice. Autant pour moi. Ah si, voilà. Prologue de Paris-Nice 2002. Voilà. Voilà. Un petit prologue de 5 km 200. Et donc, il avait encore la nationalité hongroise. Voilà. C'était la petite information sur ce coureur. Donc, Laszlo Bodrogi, qui était donc, on va dire, le hongrois le plus connu du cyclisme mondial. Donc, avant Attila Valter, qui donc a été le premier hongrois à porter le maillot rose de leader. Voilà comment on va se quitter sur cette émission. Merci messieurs d'y avoir participé, c'était un plaisir. Désolé pour la colle. Et on bien joué à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point donc sur ce Giro avec la grosse semaine qui attend les coureurs et notamment l'étape Rennes qui aura lieu dimanche. Bonne semaine à tous. Ciao. Salut les amis, à la prochaine. Ciao.